Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, chaque jour vous montrer qu'il y a autour de nous des hommes et des femmes qui agissent pour faire bouger les lignes et construire la société de demain. Et pour ça, évidemment, il n'y a pas d'âge. La preuve aujourd'hui, ils sont avec nous dans le studio d'Europe 1. Ils ont entre 14 et 22 ans et tous ont en commun le désir de préparer un monde plus propre. Alors ils ont imaginé des projets qui sont devenus concrets, monter des mini-entreprises au collège, au lycée ou pendant leurs études. C'est ça la France de demain, elle est déjà en mouvement et c'est sur Europe 1. Europe 1, 39 21, vous avez bien sûr la parole comme chaque jour au téléphone et puis sur Twitter, Anissa. Oui, bien sûr, vous pouvez réagir à cette mobilisation des jeunes pour sauver notre planète. Venez réagir, témoigner et poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. Ça se passe au 39 21, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Vous pouvez également poster vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et ça va se passer aussi ici dans le studio Merlin, puisqu'il y a un micro qui pourra circuler puisque nous avons un public aujourd'hui. Vous avez la parole et c'est une émission spéciale à travers le monde. Les jeunes bougent, vous le savez, aujourd'hui pour le climat, avec un mouvement de grève, des débats aussi qui sont organisés. Et vous allez voir qu'il y a également des actions qui sont menées. Alors nous, on s'est mis tout simplement à la page et on a invité ces jeunes qui agissent du collège à la terminale, du lycée aux études supérieures pour les accueillir. À mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayagela, bonjour. Bonjour Raphaël et bonjour à tous qui êtes présents dans le studio Merlin. Pour nous éclairer sur les problématiques, vous serez là, Elisabeth, que Évidemment. nous allons évoquer. Et puis, notre coach, aujourd'hui, c'est Thomas Huriez, fondateur des Jeans 1083 qui est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Agir pour le climat, ça commence par de tout petits gestes qu'on peut tous faire au quotidien. Et c'est aussi l'affaire de tous, évidemment. Vous allez voir que c'est en partant justement de préoccupations très simples, très concrètes, que nos invités ont trouvé des solutions. Bonjour Charlène Houbière. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez 22 ans et alors vous êtes chef du projet Goodbyes. Avec vous, 9 autres étudiantes de l'école de biologie industrielle de Cergy dans le Val d'Oise. Vous avez, inventé une alternative naturelle à l'utilisation massive de sel de déneigement. D'abord, dites-moi comment vous est venue l'idée. Alors, il faut savoir que notre école nous encourage beaucoup vers l'entrepreneuriat, notamment par un concours interne à l'école où on nous encourage à créer des projets. Donc, c'est de là qu'est partie notre idée. Ensuite, on a fondé donc un groupe de 14 étudiants. Voilà. Et on a dû avoir une idée. Et là, on est parti du constat. L'année dernière, il y a eu beaucoup de neige sur notre campus. On a même... il y a même des jours où on n'a pas pu aller à l'école. Et donc voilà, on s'est intéressé un petit peu à ce qui se passait quand on voulait déneiger. Et voilà. Et donc de là, on s'est aperçu que chaque année, plus de 500 000 tonnes de sel sont déversées sur les routes françaises. Et ce sel, en fait, on s'est rendu compte qu'il est néfaste pour l'environnement. Et voilà, en fait, il se retrouve. Et donc ça, c'est l'idée de départ, c'est le constat. Le sel est néfaste. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Justement, il est néfaste en quoi ce sel pour l'environnement, Elisabeth ? Eh bien, ce sel, c'est un déglaçant qui est pratique, c'est pas cher, mais effectivement, vous avez raison, il pollue nos écosystèmes. Il se retrouve dans les sols, dans les eaux. Le sol devient moins perméable. Il y a une circulation plus difficile entre l'eau et l'air. Et donc, les conséquences, c'est problèmes sur la croissance des plantes, des arbres, une perturbation de leur cycle, une chute des feuilles, et le WWF a annoncé que le sel de déneigement serait responsable de la disparition chaque année d'1 million d'arbres. Ça veut dire qu'en partant de ce constat, vous vous êtes dit il faut qu'on trouve une alternative. Où est-ce que vous êtes allé la chercher ? On est allé la chercher d'abord, on a réfléchi par nous-mêmes comment on pouvait faire. Ensuite, on est allé voir, on a des profs qui sont là pour nous aider. On a pour nos projets, à partir du moment où on a construit le groupe, on a eu des références scientifiques. Mais la matière, vous la trouvez comment ? Vous imaginez le produit en mettant quoi avec quoi ? Alors en fait, nous on a voulu partir aussi comme on voulait. On a eu notre problématique principale, c'est le respect de l'environnement. Oui. Et donc on est parti de là et la première idée qui nous est venue, c'est pourquoi ne pas partir de déchets de l'industrie agroalimentaire. Et donc là, ça a été notre idée principale. Et ensuite là, on est allé chercher toute la documentation scientifique, qui existait sur Internet et tout ce qui pouvait exister en fait pour être utilisé en tant que fondant routier, tout ce qui se faisait. Et alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le produit que vous êtes en train de finaliser ? Parce que ça va ressembler à des cristaux, finalement, comme du sel, sauf que c'est pas du sel. Oui, c'est ça.
Alors, comme je vous l'ai dit, alors je peux pas vous en révéler trop, comme on n'a pas encore fini notre formulation et on est encore en secret laboratoire puisqu'on n'a pas pu faire de brevet pour l'instant. Mais ce sont des produits naturels, uniquement. Ce sont des produits naturels. Et ce sont des produits dont une partie, ce sont des... Mais qui auront le même effet que le sel de déneigement ? Ils auront exactement le même effet ? Alors, par exemple, nous, on a une combinaison de plusieurs actifs. Notre actif principal aura un effet fondant comme le sel, c'est-à-dire qu'il abaissera le point de congélation du sel. Aujourd'hui, on sait que le sel fait fondre la neige à -7 degrés, jusqu'à -7 degrés. Nous, nos actifs seront efficaces à plus basse température et contrairement au sel ne seront pas corrosifs. Donc pas corrosifs pour les voitures, pas corrosifs pour le sol et il y aura moins de métaux par exemple qui seront déversés sur les routes. Et alors vous le dites, vous êtes en train de le développer, il sera testé dans des villes pilotes dès l'hiver prochain, c'est ça ? C'est ce que nous espérons. C'est notre objectif. Là, on a trouvé nos actifs. Maintenant, il nous reste à les assembler, à former un produit et pour justement le tester l'hiver prochain. Que dit notre coach Thomas ? Ce qui me fascine dans cette aventure, c'est le côté improbable de ce marché-là. Je me demandais comment on fait comment ça se passe. On se réveille le matin en se disant mince, cet enjeu du sel me touche et j'ai envie de trouver une solution. Quand on s'intéresse à l'industrie française, à des usines françaises, des ateliers, on s'aperçoit qu'il y a plein comme ça de métiers insoupçonnables qui sont pour autant dans notre quotidien et qui ont des impacts lourds sur l'environnement et sur les gens. Et donc je voulais savoir précisément si c'était au travers de l'enjeu du sel que vous étiez arrivé dans cette aventure-là, ou si c'est vraiment, comme vous le dites, empirique en quelque sorte, en vivant les problématiques de la neige sur votre campus et finalement en allant au bout du bout jusqu'à la question du remplacement du sel. Par où vous êtes passé ? Quel est le chemin ? C'est un peu compliqué comme question. Alors, on est parti d'un thème qui était la sécurité routière. Ce thème, en fait, c'est un thème universel qui touche tout le monde en France de nos jours. Et il touche tout le monde sur plusieurs plans. Au niveau de la sécurité humaine, mais aussi au niveau de l'environnement. On sait déjà très bien que les voitures avec l'essence polluent, etc. Et donc, en fait, nous, on s'est intéressé à ce thème-là, mais en tant que biologiste, on a voulu s'approprier ce thème et c'est là en fait on a commencé à regarder. Petit à petit, vous avez ouvert des boîtes et vous êtes arrivé jusqu'à la problématique du sel. On va rester ensemble, si vous voulez bien, et on va continuer à parler climat et action pour le climat par les jeunes aujourd'hui. Il est 13h08. Europe 1, Raphaël Duchemin. La problématique de l'eau est essentielle et vous allez voir qu'on peut utiliser l'eau de la douche pour se chauffer et les eaux usées aussi pour produire de l'électricité. À tout de suite. Aujourd'hui, ce vendredi 15 mars, c'est une journée de mobilisation pour les lycéens et étudiants partout en France. Ils se mobilisent pour le climat et on en parle. Raphaël Duchemin, vous nous faites découvrir ces jeunes qui portent une initiative concrète en faveur du développement durable. Nous découvrons tous leurs projets jusqu'à 14h et vous pouvez réagir 3921 ou hashtag Europe 1 pour Twitter. L'accès à l'eau, vous le savez, c'est une des problématiques majeures dans le monde. Cette prise de conscience, c'est vrai qu'elle est assez récente dans nos sociétés. On a tous à un moment donné laissé couler de l'eau du robinet sans s'en soucier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on apprend à nos enfants, par exemple, à le faire, mais quand ils se lavent les dents. Parce que l'eau, c'est important et quand on la partage, on peut en faire beaucoup de choses. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 18 ans et vous êtes, vous, le porteur du projet ECHO. Alors ECHO, ça s'écrit pas E-C-H-O, mais E-C'-E-A-U. Vous avez gagné l'année dernière le prix énergie dans le cadre du concours Science Factor. Vous étiez à l'époque en terminale S au lycée Charles Foucault de Lyon, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et alors, avec Charlotte, Valentine et Nicolas, vous avez eu l'idée de réutiliser les eaux usées pour produire de l'électricité. Comment ça vous est venu ? Je tenais juste à préciser quelque chose avant, c'est que je ne suis pas vraiment le chef de l'équipe, c'est Charlotte qui est le chef de l'équipe. C'est pour ça que j'ai cité tout le monde. Voilà, exactement, qui est la chef de l'équipe, parce que pour le concours Science Factor, qui est un concours national, il est très important de préciser que ça permet de valoriser finalement un peu l'esprit de créativité et d'innovation. Mais c'est le travail d'une équipe. C'est pour ça que vous êtes là pour raconter comment vous êtes arrivé à ce projet. Alors comment on en est arrivé là ? On a tout d'abord réfléchi avec des amis à quelle idée, quelle innovation on pourrait installer. Et donc pour ce faire, on s'est fait quelques réunions. Et donc
l'idée elle nous est arrivée assez simplement, c'est que pendant une de nos réunions, donc Nicolas, qui est dans notre équipe, a entendu une chasse d'eau dans sa maison. Ouais. Donc il s'est dit, tiens, pourquoi pas utiliser toute cette eau qu'on gaspille, qui circule dans la maison. Pourquoi pas l'utiliser pour créer de l'énergie grâce à la baignoire, à l'eau de la baignoire, à l'eau des toilettes, à l'eau aussi du sèche-linge. C'est un énorme volume d'eau que finalement on rejette dans les centrales d'épuration et qu'on n'exploite pas. Donc, et donc vous la prenez cette eau et vous en faites quoi? En fait, cette eau, on compte installer des turbines, un peu comme une mini centrale hydraulique finalement dans chaque maison et chaque appartement, et mettre des turbines dans les canalisations des immeubles. Donc ça permettrait de produire de l'électricité qu'on réinjecterait dans le réseau pour obtenir des réductions, pour obtenir de l'électricité. De l'électricité finalement qui vient directement de la maison, de notre propre consommation. C'est vrai que c'est ingénieux. Ça vous a pris combien de temps pour élaborer tout le projet? Alors donc on a commencé à y réfléchir en septembre 2017. On a finalisé le projet, l'idée du projet en décembre, car après il y avait la phase de vote où on devait partager le projet au maximum. Et fin janvier, donc notre projet a été retenu par Science Factor et nous sommes allés à Paris pour présenter le projet au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ouais, et depuis ça a bien avancé parce que vous êtes en contact avec Engie, avec Suez. Exactement. Aussi. Hein, donc Engie qui nous a beaucoup aidé lors de ce projet. En effet, ils nous ont permis d'être en relation avec un ingénieur de chez eux qui nous a aidé depuis octobre 2018. Donc on se faisait des petites réunions, des conf calls quasiment toutes les 2 semaines pour parler des calculs, pour réfléchir comment on pourrait installer le projet sur des bâtiments et ça nous a vraiment aidé, c'est vrai. Que dit le coach ? Ce qui est étonnant dans ce projet, c'est le changement de paradigme un peu qu'il offre sur la production d'énergie. Ouais. On est habitué en France à avoir une énergie produite de manière très centralisée avec des centrales nucléaires ou des barrages hydrauliques et après on distribue tout ça. Avec les énergies renouvelables, on s'aperçoit que ça marche pas cette centralisation et on est obligé de décentraliser un petit peu la production d'énergie en multipliant les ailes d'éoliennes ou les panneaux photovoltaïques sur les toits. Et là, on est dans la micro ou la totale décentralisation. Exactement. Avec une production ultra locale au cœur de sa maison. Je voulais savoir, est-ce que vous avez identifié d'autres sources d'énergie qu'il pourrait y avoir dans une maison en plus de celles que vous avez trouvées? Alors, ce qu'on comptait faire, c'est une énergie qui existe déjà, mais ce serait de coupler, pour faciliter l'installation du système, ce serait de coupler les turbines sur le réseau aussi des panneaux solaires qui sont déjà branchés sur la maison. Mais à part ça, non, on n'a pas cherché à creuser plus ce sujet, vu que c'était assez suffisant en termes d'énergie dans la maison. Alors justement, vous allez rester avec nous parce que Science Factor, ça continue en ce moment. Et cette année, justement, c'est Lilia Toulagui qui est bien partie, elle aussi. Elle est avec nous en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour Lilia, vous avez 14 ans vous et vous êtes chef du projet Ecological Eating que vous menez avec Maëlys, votre amie. Vous êtes scolarisée à Ancenis au collège René Cadou de Loire-Atlantique et votre idée, là aussi, c'est de réutiliser l'eau de la douche pour chauffer la maison. Oui, c'est ça. Comment est-ce que vous est venue cette idée, un peu comme Maxime, par du concret, par une observation? Non, nous, on pensait plutôt à une maison totalement autonome en termes d'énergie. Et on a vu que le temps ne nous le permettait pas. Donc, on s'est plutôt redirigé vers la consommation d'eau, donc plutôt vers la douche, qui est une principale actrice dans la consommation d'eau de la maison. Et on a vu que l'eau chaude était quand même... on pouvait exploiter cette énergie thermique-là. Et on a eu l'idée du projet Ecological. Ouais, donc vous utilisez la chaleur de l'eau qu'on prend quand on prend une douche. Et vous faites comment pour la récupérer, cette eau ? En fait, elle est directement redirigée dans une cuve. Dans cette cuve-là, on y trouve des tuyaux en cuivre. Ces tuyaux en cuivre vont jusque dans une chambre, donc sous forme de radiateur. Et dans ce circuit fermé, il y a de l'eau propre en fait qui circule dedans et donc qui va être réchauffée par l'intermédiaire de l'eau qui est dans la cuve. Donc c'est des tuyaux qui sont sous le sol. C'est quelque chose qu'on peut rajouter quand on a déjà un appartement ou une maison, ou c'est quelque chose qu'il faut penser avant la conception de la maison? Ce serait plutôt quelque chose qu'il faut penser avant la conception de la maison, mais on a déjà pensé à ça et avec plusieurs travaux, on pourrait quand même installer notre
notre projet dans des maisons déjà construites. Vous restez en ligne avec nous. Elisabeth, on est, nous, très en retard, ça on ne l'a pas dit, sur justement les trésors que peuvent nous amener ces eaux usées. Oui, certains pays ont agi avant nous, notamment les pays développés, soumis à une sécheresse intense, qui se sont tournés depuis plus d'une dizaine d'années vers la réutilisation des eaux usées. Vous avez le sud des États-Unis, Californie, Floride, Texas, Arizona, l'Australie, Singapour. En Israël, 70% des eaux d'égouts sont recyclées après traitement partiel. Ces eaux qui permettent d'irriguer environ 20 000 hectares de terre. Les eaux usées, ce sont des eaux qui sont riches en phosphore, en azote. Elles peuvent nourrir toutes les cultures. En Namibie, par exemple, dans la capitale, 35% des eaux usées sont utilisées pour réalimenter les réserves d'eau potable. Les habitants de Singapour et de San Diego boivent de l'eau recyclée. On reste ensemble et on continue à parler climat aujourd'hui sur Europe 1. Et il est 13h18. Europe 1, Raphaël Duchemin. Et vous avez la parole, bien sûr, vous pouvez nous appeler. Vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos invités. C'est sur le 3921 et aussi Twitter avec le hashtag Europe 1. A tout de suite. La France bouge jusqu'à 14h, comme chaque jour sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, la France bouge grâce aux jeunes. Ils sont mobilisés aujourd'hui, lycéens, étudiants, pour le climat, pour sauver notre planète. Ils apportent des initiatives concrètes. Ils ont des projets. Nous les découvrons grâce à vous, Raphaël, aujourd'hui. Toujours avec Elisabeth Assayag et notre coach aujourd'hui, Thomas Uriès, fondateur d'Edgin 1083. Nos invités, Charlène Loubière, 22 ans, chef du projet Goodbyes, alternative naturelle à l'utilisation massive du sel de déneigement. Et Maxime, 18 ans, qui porte avec ses camarades le projet Eco pour réutiliser les eaux usées comme source d'électricité. Et enfin, en ligne avec nous, Lilia Toulagui, 14 ans, chef du projet Ecological Heating, qui réutilise, elle, l'eau de la douche pour chauffer la maison. Peut-être une question de notre coach à Lilia ou à l'un de nos invités. Une remarque, Lilia a 14 ans. Oui. Et je trouve impressionnant d'avoir pour ambition à 14 ans d'utiliser son temps de travail ou son temps d'études pour des causes d'intérêt général. Et on travaille tous au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans. Ce temps-là représente des secondes, des minutes, des heures qu'on consacre à des projets plus ou moins heureux, plus ou moins ambitieux. Et dès 14 ans, vouloir consacrer ce temps-là à des choses qui font du bien aux autres ou du bien dans le monde, je trouve ça chouette. Donc bravo à elle. Lilia, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous avez eu très tôt finalement cette envie, parce que votre papa, je crois, est prof de chimie. C'est ça. C'est lui qui vous a emmené au concours la première fois, pas pour vous, pour les autres, et vous l'avez accompagné et vous avez eu envie de vous jeter vous aussi dans le grand bain. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes contente, vous êtes satisfaite de votre projet? Vous pensez que vous auriez pu faire mieux? Est-ce qu'il y a des choses encore à améliorer? Bien sûr que je suis fière de notre projet, mais c'est sûr qu'il y aura toujours des choses à améliorer. On a déjà pensé à réutiliser l'eau des machines à laver ou des lave-vaisselle, etc. Donc pour encore exploiter encore plus d'énergie dans la maison et encore plus en bénéficier. Maxime, quand on commence un projet comme le vôtre, c'est-à-dire réaliser qu'on peut réutiliser les eaux usées pour produire de l'électricité, on se dit ça va prendre de l'ampleur et ça va peut-être être récupéré ensuite par des géants de l'électricité ou des géants de l'énergie. On y pense à ça? C'est des choses qui peuvent arriver, mais l'avantage de travailler avec Engie, c'est que finalement, eux, de leur côté, ils sont, c'est comme on dit, un géant, quoi. Mais ils portent notre projet, ils savent que nous sommes à l'initiative de ce projet, ils nous aident. Donc à partir de là, normalement ça devrait aller. Charlène, vous êtes déjà en contact avec des géants aussi pour aller tester vos produits dans la vraie vie. Vous disiez tout à l'heure test grandeur nature dans des petites villes, etc. Mais sur les autoroutes par exemple, est-ce que c'est des contacts que vous avez établis avec des gens comme Vinci par exemple? Oui, alors nous on a plusieurs contacts. On a des contacts chez Vinci, chez Colas. En fait, c'est ces contacts qui nous permettent d'avancer parce que on a pu rencontrer Vinci par le biais de l'association Enactus dès le début de notre projet. Et en fait, c'est ça qui nous a montré que notre projet avait du potentiel et qui pouvait les intéresser. Et eux vous disent, nous on a besoin de ça, et ils vous aident à avancer finalement en fonction des étapes? En général, le premier truc qu'ils nous disent, c'est effectivement, on sait que le sel pollue, mais on n'a pas vraiment d'alternative à disposition.
soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons de prix, soit voilà, des alternatives efficaces n'existent pas vraiment. Thomas ? Oui, dans ces cas-là, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que les gens du métier sont tellement dans leur jus qu'ils ne voient pas parfois des opportunités que d'autres qui ne sont pas du métier découvrent naïvement, peut-être au début, mais avec une énergie et un espoir que les gens du métier n'ont pas. C'est ce qu'on vit un peu nous dans le textile avec ces usines qui ferment et qu'on essaie de relancer. Parfois, les gens du métier n'y croient plus, alors même qu'ils ont un savoir-faire et des compétences qui sont tout à fait complémentaires des porteurs de projets qui arrivent avec un angle nouveau comme vous. Il y a beaucoup de choses à faire, hein. Elisabeth, la douche par exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est un vrai gâchis. Je crois que vous trouvé un robinet intelligent. Oui, il y a une start-up grenobloise qui s'appelle Hydrao. Alors eux, ils ont pour sensibiliser tout le monde à la consommation excessive d'eau pendant la douche, parce que la plupart des douches, ça consomme au moins entre 15 et 20 litres d'eau par minute. Donc cette start-up grenobloise a sorti un pommeau de douche connecté. Oui, vous vous souvenez, ils étaient venus nous le présenter d'ailleurs. Complètement. Et alors eux, il y a un petit éclairage qui est intégré au pommeau de douche, et le petit éclairage donc change de couleur dès qu'un certain volume d'eau s'est écoulé. Et c'est tellement bien que là justement, il faut le mentionner, c'est que depuis quelques mois, là en octobre, ils ont levé plus de 2 millions d'euros pour continuer à avancer dans la recherche et le développement. Je crois qu'on avait une question dans la salle. Où est le micro et qui a envie de parler avec nous? Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Swad. Alors Swad, je crois qu'on va vous recevoir juste après, mais qu'est-ce que vous aviez envie de dire à Charlène, à Maxime ou à Lilia? Alors, je crois qu'on ne vous entend pas. Bon, on va faire autrement, c'est pas grave. On va faire une petite page de pub et puis on se retrouve juste après. Restez avec nous. Il est 13h26. Europe 1, Raphaël Duchemin. Oui, restez avec nous parce qu'aujourd'hui, ce sont les collégiens, les lycéens qui sont porteurs de projets. C'est eux qui font bouger la France pour construire notre avenir. À tout de suite. Europe 1. Et jusqu'à 14h, comme chaque jour, la France bouge. Aujourd'hui, elle bouge grâce aux jeunes qui se mobilisent. C'est une journée de mobilisation nationale. Vos enfants font peut-être grève aujourd'hui au lycée. Les étudiants font grève pour le climat. Et ils apportent des initiatives. Ils ont des idées concrètes en faveur du développement durable. Nous les découvrons aujourd'hui. Ils sont, ces jeunes, vos invités, Raphaël Duchemin. Eh oui, changer les mentalités, changer les gestes du quotidien. C'est vrai que ça prend du temps, mais c'est à chacun d'entre nous de s'y mettre. Et les plus jeunes l'ont bien compris. Bonjour, Swad Adour. Bonjour. Vous avez 18 ans et vous êtes la porte-parole de la mini-entreprise Isoline. Alors, c'est du Corse, évidemment, oui. Et ça signifie île propre. Vous êtes avec vos camarades du lycée Georges Clémenceau de Sartène et vous êtes 16, je crois, à être impliqués dans ce projet. Vous êtes accompagnés par le réseau Entreprendre pour apprendre. Vous avez créé un kit de lessive écolo, racontez-moi. Oui, alors, on a décidé de créer une lessive écolo et un produit identitaire, oui. Et pour protéger notre île et la planète, car on a fait des recherches et on a vu que la lessive polluait beaucoup nos jardins, nos mers et toute la planète, voilà. Ça veut dire que vous vous êtes aperçu qu'il n'y avait pas de lessive propre sur le marché. Il y en a quelques-unes, mais pas de lessive corse, hein, c'est ça? Ouais, pas de lessive corse. Et même avec les lessives qu'il y a sur le marché, il y a toujours un petit produit chimique, parce que souvent les lessives sont liquides. Et on a fait des recherches et on a vu que dans toutes les lessives liquides, il y a un produit chimique. Donc la vôtre, elle n'est pas liquide? Non, elle n'est pas liquide. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le kit? Racontez-moi. Alors, dans notre kit, il y a du bicarbonate, du savon en paillettes et de l'huile essentielle de myrte. Ah, la myrte, évidemment, plante corse. Hein. Oui. Les professionnels vous ont aidé, vous ont aiguillé sur le choix justement des produits à mettre dans le kit? Oui, alors, parce que nous, au début, on voulait faire une lessive liquide, comme je vous ai dit. Donc, on a fait des recherches et on a remarqué qu'on ne pouvait pas, sinon on était obligé de mettre un produit chimique. Donc on a contacté quelques professionnels pour savoir si on n'avait pas une autre solution et ils nous ont guidés vers un kit qui serait sans produit chimique. Et vous êtes aujourd'hui totalement prêt à commercialiser? Oui. Ça y est? Oui, à la fin du mois, notre kit, on va le commercialiser. Vous allez le mettre où, ce kit? Alors, on va le vendre en circuit court. Donc dans l'île? Voilà, oui. En Corse. À des particuliers, on va vendre dans les supermarchés de Casino de Corse. Et voilà.
Et comment vous avez fait pour combiner justement les cours et le projet de la mini-entreprise? Est-ce qu'on vous a aménagé vos emplois du temps? Est-ce que vous avez eu du temps en plus? Alors, on a ajouté 1 heure de plus dans notre emploi du temps, mais c'est toujours pas suffisant. Donc, on prend sur les heures de gestion, parce qu'on est en première STMG, et ça relie un peu au cours. Oui, c'est vrai que du coup, on est passionné, donc on a envie d'y passer du temps. Elisabeth, on parlait de pollution, c'est vrai que ça pollue énormément la lessive. Surtout, c'est très compliqué de connaître la composition exacte et précise d'une lessive, parce que c'est avec des pourcentages, et au-delà de 4%, on ne sait pas très bien. Et puis, on a tous vu ces images effroyables de nos océans remplis de bouteilles en plastique, de déchets. Eh bien, dans cette nappe plastique qui envahit nos océans, il y a aussi des déchets minuscules qui proviennent de nos lessives. À chaque lavage, se détachent de nos chemises, de nos blouses, de nos chaussettes, des microparticules qui vont dans les stations d'épuration, dans les rivières, puis ça se retrouve dans la mer. Ce sont des micropolluants composés d'agents chimiques qu'on retrouve à très faible concentration dans l'environnement. Donc ce sont des plastiques, mais aussi des métaux, des hydrocarbures, des pesticides, des médicaments, des produits cosmétiques, des détergents et plein d'autres choses. Que dit notre coach de ce produit, de ce kit de lessive 100% naturel? Oui, bien, c'est écologique, c'est local, c'est des circuits courts, c'est vraiment remarquable. Mais ce qui me touche le plus, c'est que c'est en plus à faire soi-même. Moi, j'ai 37 ans. Quand j'étais à l'école, on me disait que la France n'était plus un pays producteur, qu'on était un pays de service. Et là, quand je vois des jeunes qui aiment faire et qui font faire leur propre lessive aux consommateurs, je trouve ça génial. J'avais une question par rapport à votre statut de micro-entreprise. Vous faites aujourd'hui un produit typiquement corse. Est-ce que ce serait envisageable d'imaginer aider d'autres micro-entreprises, d'autres lycées pour faire leurs propres produits identitaires? Imaginons que en Provence, par exemple, des lycées aient l'envie de faire le même concept que vous, mais avec de la lavande. Est-ce que vous les aideriez pour développer leur produit local? Swad? Les aider, leur donner quelques idées, oui, pourquoi pas. C'est quand même, on sent qu'on a envie de garder son projet à soi. On a envie de garder notre projet, notre voilà. Oui, mais pourquoi pas effectivement rajouter d'autres parfums, peut-être plus identitaires pour chacune des régions et faire en sorte que ça puisse être commercialisé au niveau national. C'est une idée qu'on lance, on ne sait pas. Il y a peut-être quelqu'un qui nous entend et qui va s'en saisir. On reste ensemble, on continue à parler climat aujourd'hui avec les jeunes. Il est 13h36. Europe 1, Raphaël Duchemin. Entreprendre pour apprendre, c'est aussi 2 autres projets que vous allez découvrir justement, des disques démaquillants réutilisables en coton et découverts en matière recyclable. À tout de suite, c'est la France qui bouge. Les initiatives concrètes en faveur du développement durable, elles sont là sur Europe 1 et vous pouvez réagir, vous pouvez poser vous aussi vos questions à ces jeunes. Ils vous écoutent au 39 21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et puis également sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël. Vous avez tous entendu parler des pailles qui seront bientôt proscrites, des couverts en plastique interdits aussi en 2021. Eh bien, pour devancer les choses, certains jeunes ont pris les devants. Bonjour Léonie Legentil. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 18 ans. Vous êtes avec 9 autres élèves de première et de terminale du lycée Saint-Ouen à Pont-Audemer dans l'Eure, investis dans un projet de couvert en matière recyclable. Je crois que votre mini-entreprise à vous, elle s'appelle Green It. Vous vous êtes dit quoi? Le plastique, c'est mal, il faut qu'on trouve quelque chose pour remplacer? Déjà, ils vont être interdits en 2020. Donc déjà, ça nous a aidé à se dire que c'était pas une mauvaise idée. Et donc du coup, on a décidé de créer de commercialiser des couverts en matière biodégradable, donc en amidon de maïs. En amidon de maïs. Oui, que l'on fait produire en France et qu'après on vend localement. Alors attendez, comment vous êtes arrivé à l'amidon de maïs? Pourquoi l'amidon de maïs et pourquoi pas une autre matière? Parce que c'est une matière biodégradable et qui va être assez résistante. Mais vous avez réfléchi, vous aviez plusieurs pistes au départ? Oui, il y avait aussi à partir de la betterave. Il y avait on a fait vous avez fait des tests? Oui, voilà. On a fait appel à une entreprise qui faisait du plastique. Donc déjà, ça nous a aidé, à nous a aiguillé un peu où est-ce qu'on devait aller, tout ça. Donc du coup, déjà, ça nous a aidé, ça nous a enlevé d'un poids pour avoir des vrais professionnels qui vont nous en parler. Oui, c'est étonnant. C'est une entreprise qui fait du plastique qui vous a aidé à trouver une matière pour remplacer le plastique. Oui. Alors, ils vous ont aidé aussi sur la manière de façonner les choses? Au début, on était parti sur de l'imprimante 3D, mais trop long, trop cher. Donc l'entreprise, justement, nous a aiguillés sur une plus grosse production.
Et du coup, on fait ça en injection. Donc l'injection en amidon de maïs. Comment ça va se passer côté distribution, côté commercialisation? Vous en êtes où? On vend surtout à des particuliers ou à des associations qui vont nous faire appel pour des dîners, des pique-niques, des fêtes ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que ça y est, hein, c'est déjà vendu, c'est déjà en pré-vente? C'est déjà en pré-vente, oui. Alors combien déjà de pré-vendus? À peu près 800 kits de couverts. Donc, 800 kits de couverts? Et qui coûtent combien ces kits de couverts? En fait, c'est un prix dégressif. Donc le kit en lui-même, il est de 0,65 centimes. Mais c'est fourchette, couteau, cuillère et donc si aujourd'hui j'ai envie de vous les acheter, je peux en allant sur Internet? Exactement. En allant sur nos réseaux sociaux, nous contacter et il n'y a aucun problème. Thomas? Ces couverts sont recyclables? Oui. Comment on fait pour les recycler? Qu'est-ce que vous faites pour que ces 800 personnes qui achètent le kit mettent ces couverts-là dans la bonne poubelle ou vous le renvoient pour que vous le recycliez? Alors, ils sont biodégradables et donc aussi compostables. Donc déjà, on peut le mettre dans le compost. Et en plus, on peut le mettre aussi dans une poubelle recyclable, quoi. Alors moi, j'ai été un peu surprise parce que le mini-projet, il est super. Vous avez des gens qui vous achètent ces couverts et puis on me dit mais ça s'arrête à la fin de l'année. Oui. Comment ça se fait? Votre projet, il devient quoi du coup? Alors notre projet, il est encadré par EPA, donc Entreprendre pour apprendre. Et donc c'est un mini concours qui pousse les jeunes à créer leur mini-entreprise pendant 1 an. Et malheureusement, s'arrête à la fin de l'année, sinon c'est de la concurrence déloyale. Donc voilà. Mais il va bien aller quelque part ce projet, c'est quand même extraordinaire. Alors on peut le continuer après, mais ce sera hors concours, donc hors EPA, hors Entreprendre pour apprendre. Donc c'est nous qui devons reprendre ce projet et faire un brevet pour notre mini-entreprise. Alors justement, vous allez rester avec nous parce qu'on va accueillir, qui est juste à côté de vous, Anaïs, qui a 15 ans et qui est PDG de Cotton Co. Bonjour. Bonjour. La mini-entreprise qui fabrique, elle, des disques démaquillants réutilisables en coton. Vous êtes à la tête du projet qui embarque, je crois, 13 lycéennes de seconde, de première du lycée Kléber à Strasbourg. Et vous êtes accompagné, vous aussi, par Entreprendre pour apprendre. Comment vous êtes arrivé à l'idée des fameux cotons démaquillants? C'était pas forcément l'idée de départ, je crois. Hein. Oui, alors on a fait un brainstorming et on a eu plein d'idées à faire, mais 2 idées sont ressorties, donc les cotons démaquillants et les tote bags. Donc les tote bags sont des sacs en tissu pour remplacer les sacs en plastique. Mais on s'est vite rendu compte qu'ils sont souvent offerts à des événements par des entreprises. Donc on a gardé les cotons démaquillants. Alors, le coton, qu'est-ce qu'il a de particulier, votre coton réutilisable? Votre démaquillant? Il est lavable à la main et à la machine, donc ça permet de remplacer les cotons jetables habituels qui produisent beaucoup de déchets et qui sont très polluants. Il y a 3 couches, c'est ça? Une couche de tissu, une couche de microfibres. Comment est-ce que vous les assemblez? Alors, on a récupéré du tissu de chez Emmaüs et de la microfibre de chez Grandir Nature. Donc on les récupère de couches pour bébés, donc des couches lavables. Et donc des couches qui n'ont pas été vendues, et du coup on les récupère et on les fait fabriquer par des personnes en réinsertion sociale de chez Emmaüs Mondelsheim. Donc vous faites coudre ces différentes parties par le personnel d'Emmaüs, par les personnes qui sont en réinsertion chez Emmaüs. Oui, exactement. Et ensuite, ça devient ce fameux coton. On peut l'acheter aujourd'hui, ce démaquillant? On n'a pas fini les tests encore, mais ça devrait pas tarder. Donc la production va commencer vraiment la semaine prochaine. Donc voilà, on a déjà une vente de prévue le 30 mars. Oui. Et on est vente directe, hein, c'est ça? Oui, exactement, dans un centre commercial à Strasbourg. Et on est en train de créer notre site internet. Thomas? Je voulais savoir, après cette aventure-là, vous avez développé un produit. Est-ce que ça vous donne envie d'entreprendre? Est-ce que ça a changé votre manière de voir votre avenir professionnel? Votre orientation, par exemple? Alors... oui et non, peut-être? Déjà, oui, ça nous montre le monde professionnel. Et c'est vrai que c'est un monde... différent, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais... Qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne connaissiez pas ou que vous n'imaginiez pas?
Le travail d'équipe, comment répartir les tâches. Je crois que vous êtes très organisé pour ça. Hein. Vous avez trouvé un logiciel. On a trouvé une application qui s'appelle Trello qui permet de répartir les tâches. Oui, ça vous pousse du coup à trouver d'autres solutions. Oui, voilà. Impressionnant. Et alors, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec Léonie, votre projet à vous, il va s'arrêter? Non, je crois que Emmaüs a envie de le reprendre, hein, c'est ça? Oui, alors en fait, à la fin de l'année, après les concours, donc on va léguer notre entreprise à Emmaüs pour qu'il puisse continuer l'activité. C'est super, on reste ensemble, on continue à parler de vos initiatives et on attend vos questions, vos remarques. On en a déjà pas mal sur Twitter. À tout de suite. 13h46. Europe 1, Raphaël Duchemin. 39-21, venez, c'est la France qui bouge avec les jeunes. Aujourd'hui, on parle climat sur Europe 1. La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et aujourd'hui, vous recevez des jeunes, Raphaël. Oui, on parle climat, on parle initiative, on parle action. Et ces jeunes, vous allez voir qu'ils agissent. Si vous êtes avec nous depuis 13h, vous le savez déjà. Il y a Charlène, il y a Maxime, il y a Lilia, il y a Swad, il y a Anaïs, il y a Léonie. Nous sommes ensemble pour découvrir leur projet. Et on a déjà quelques réactions, hein, Anissa. Oui, il y a des réactions. Il y a Martin sur Twitter avec le hashtag Europe 1 qui nous dit « Moi, je suis en grève pour le climat aujourd'hui ». Martin nous dit également on peut encore changer les choses, vive la jeunesse. Et puis Matt Hug demande à Maxime, avec le hashtag Europe 1, si son projet sera testé sur de nouveaux bâtiments d'ici peu. Alors, Maxime, projet qui concerne les eaux usées, on le rappelle. Hein. Les eaux usées comme une nouvelle source d'électricité. Donc à court terme, je ne pense pas, mais on a pu voir la maire de Lyon 3, 3e arrondissement de Lyon, qui nous a peut-être proposé d'installer des projets sur une des prochaines tours de Lyon, donc la tour Silex 3. Donc ça pourrait être assez intéressant de voir ça avec le bureau d'études avec lequel on va être en relation. Projet d'avenir donc à suivre, vous viendrez nous en reparler, vous nous donnerez des nouvelles. Je crois qu'on a une question dans la salle, hein, puisqu'on est en public aujourd'hui ici au studio Merlin Europe 1. Qui a envie de nous poser une question ou de faire une remarque? Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Adriana. Bonjour Adriana. Alors quelle est la question ou la remarque et pour qui? Je voulais demander à Swad pourquoi ils avaient choisi l'huile essentielle de myrte et pas une autre. Ah, l'huile essentielle de myrte qui est évidemment pour la lessive, le kit de lessive corse. Oui, alors on a choisi l'huile essentielle de myrte. Déjà, on a fini de marché. Elle était, c'est elle qui était en top position. En top position. Et aussi, car l'huile essentielle de myrte est désinfectante. Elle purifie. Elle a des propriétés que n'avaient pas peut-être d'autres senteurs. Voilà, d'autres huiles. Ouais, voilà. Vous hésitiez entre quoi et quoi? Il y avait l'immortel peut-être. Il y avait aussi l'immortel. Il y avait l'huile essentielle. Il y avait le genévrier aussi. Bon, bah voilà, réponse effectivement. On va faire circuler le micro ici dans le studio Merlin. Bonjour. Bonjour, oui, moi c'est encore une autre question pour toi, Swad. Pour la lessive, tu parlais déjà de la vendre et de la commercialiser, mais est-ce que tu as fait des tests en laboratoire ou de toxicologie avant ou... Ah, Swad, oui, je suppose que ça a été testé. Oui, on a testé notre lessive avant de décider de la commercialiser. On a demandé à des professionnels pour s'il n'y avait pas de risque avec notre kit. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun risque. Et voilà. Et justement, toujours à propos de lessive, il y a Laurence d'Ajaccio qui nous dit « J'entends les jeunes parler de lessive bio, j'interviens à l'université en ingénierie de l'écologie, j'interviens sur le paysage et toute l'action possible en termes d'écologie. Ce matin, j'ai projeté le film Demain, j'essaye aussi d'amener des personnes en lien avec l'écologie dans mes cours. C'est vrai que c'est important, ça passe par toutes les actions, on le disait, du quotidien. On a aussi des messages encore sur Twitter. On a une question pour Léonie, alors elle est signée Marie, cette question avec le hashtag Europe 1. Serait-il possible de reprendre votre entreprise de couverts en matière recyclable et si oui, quelle serait la démarche? Ah, Léonie. Vu que votre entreprise va s'arrêter peut-être en juin. Il y a des appels du pied là. Oui, il y a des appels. Déjà, on sait que l'entreprise va s'arrêter, mais si on doit la reprendre, le nom de Greenit,
est déjà pris du coup, mais on peut reprendre. Enfin, la solution est concept est déjà commercialisé. C'est juste que nous, on l'a fait localement et Made in France, ce qui n'est pas vraiment au courant quand tout est produit en France. Mais il y a peut-être des auditeurs qui ont envie de reprendre votre projet et de le continuer Exactement. après le mois de juin. Ça va nous faire vous aimeriez que ça soit suivi, que quelqu'un reprenne votre bébé, hein? Bien sûr, parce que l'arrêter comme ça, c'est dommage, parce que il y a, comme tout va changer, on va espérer que tout va changer. On veut que les personnes le reprennent et que ça donne des idées. Thomas. Le projet pourrait risquer de s'arrêter, et ça serait dommage en effet. Oui. Mais vous-même, est-ce que ça vous donne envie d'entreprendre? Oui, bien sûr. Moi, je sais du coup maintenant que je vais m'orienter vers le commerce ou le marketing ou dans ces branches-là. Même question pour les autres d'ailleurs. Anaïs, vous avez envie d'entreprendre aujourd'hui? Oui, ça m'a vraiment donné envie d'aller aussi dans ces branches-là. Voilà. Swad. Pareil, ça a beaucoup changé les trucs. Il y avait des trucs que je ne pensais pas faire, que maintenant ça me donne envie de les faire, et oui, ça me donne envie. Charlène et Maxime, même question pour vous deux. Moi, pourquoi pas. Là, justement, on est à la fin de nos études avec mes amis sur ce projet. Et évidemment, entreprendre, pour l'instant, on n'a pas de statut entrepreneur, mais l'acquérir et continuer, pourquoi pas. Maxime? Alors moi, franchement, cette expérience m'a apporté plein de choses. Et entreprendre, c'est un truc qui me plairait parce que partir finalement de rien et arriver à un projet, c'est un produit final, on peut être fier de soi à la fin. Allez, le mot de la fin pour Lilia qui est toujours en ligne avec nous. Lilia, vous avez 14 ans, vous allez être entrepreneur ou entrepreneuse? Peut-être, oui. C'est sûr, c'est assez enrichissant de faire des projets comme ça, de les mener. Donc oui, bien sûr, c'est hyper intéressant. Merci en tout cas de votre dynamisme, de nous éveiller aussi finalement, de nous ouvrir les yeux sur des petites choses du quotidien qui font de grandes choses pour le climat, pour la planète, pour notre avenir à tous. Merci d'être venu participer aujourd'hui à cette émission sur Europe 1. Merci. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant à 14h.